de la séance d'aujourd'hui est réservée pour le chapitre 1 qui concerne le HTML. Alors, petit rappel pour se rappeler où on se situe jusqu'à présent. Alors, on avait établi ce schéma-là à la fin de la dernière séance où nous avons fait une introduction. Nous avons fait un chapitre 0 où nous avons vu une introduction à Internet. Donc, on se situe aujourd'hui ici. Donc, on va commencer avec les sites statiques et particulièrement au chapitre 1 qui va concerner le HTML. Alors, avant de parler du chapitre 1 HTML, j'aimerais qu'on fasse un petit atelier. J'ai l'habitude de faire, avant de commencer le chapitre 1 HTML, j'ai l'habitude de faire un atelier que j'appelle le TP0 pour vous apprendre certains réflexes de développement web, comment utiliser les outils de développement, comment utiliser un éditeur de code HTML, etc. Alors, je vais faire descendre cette diapo et ouvrir une autre diapo qui s'appellera notion de base TP0. Alors, les TP vont venir sous cette forme. Donc, dans ce premier TP, ce TP numéro 0, donc on va faire un petit rappel de ce que nous avons vu dans la première séance. On va faire 6 exercices très très simples. Dans un premier exercice, nous allons faire une première page web. Ensuite, nous allons lui rajouter du code HTML, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, dans la première séance. On va utiliser un éditeur de texte. On va inspecter le code HTML. On va voir c'est quoi le rôle du navigateur dans tout cela et voir la structure d'un site web. Alors, lorsque je vais vous donner des TP, ça sera toujours sous forme d'atelier. Ça sera des slides où vous allez voir, quand vous allez voir ici cette indication à vous, ça veut dire que c'est à vous de pratiquer, c'est à vous de réaliser ce qu'on vous demande dans le slide. Sinon, vous vous contentez de lire simplement. Alors, petit rappel. Alors, dans la première séance, nous avons dit que pour obtenir une page web, comme celle-ci, nous allons sur le navigateur, on tape l'URL du site web. Cette requête, cette demande de la page web va arriver sur le serveur web. Le serveur web va répondre en envoyant un fichier, la page web sous forme de fichier HTML. Nous avons dit que ce fichier HTML, ce document HTML va être interprété par le navigateur pour donner un rendu. D'accord? Nous avons dit que si vous voulez créer une page web comme celle-ci, vous devez donc apprendre à écrire un document HTML. D'accord? C'est ce que nous allons faire. Donc, le premier exercice, nous allons créer notre première page web. Alors, ça sera un exercice très simple, mais avant ça, on doit faire une petite configuration. Comme ça, on sera tous alignés sur le même environnement de travail. En réalité, on ne va pas revenir dessus à chaque fois, mais vous allez voir que c'est très important. Cette configuration concerne l'affichage des extensions des fichiers. Alors, par défaut, sur Windows, vous avez les extensions des fichiers n'est pas affichées. Vous avez par exemple un fichier qui s'appelle ma page. Quand c'est un fichier HTML, il s'appelle par exemple ma page, mais il ne vous dit pas .html ici. Alors, pour avoir l'information, il faudrait afficher l'extension. Vous pouvez avoir des fichiers, par exemple .pdf, .png, HTML, ça fait partie d'une extension des extensions possibles pour indiquer que le type de fichier, c'est bien HTML et pas un autre type de fichier.
Vous devez, il est préférable d'afficher les extensions, comme ça, lorsque vous allez travailler sur, vous allez voir après, quand on va avancer dans le cours, on va avoir des fichiers HTML, des fichiers CSS, des fichiers JavaScript. Donc, c'est bien de savoir, lorsque vous ouvrez le dossier de votre site web, de savoir qu'est-ce qu'il contient comme fichier du HTML, du CSS, du JavaScript, en lisant simplement les extensions. Alors, pour cela, vous allez sur l'explorateur de fichiers, vous appuyez sur Alt, vous allez avoir une barre d'outils qui va s'afficher tout en haut, et vous allez sur Outils, Options des dossiers. Ensuite, vous allez sur l'onglet Affichage et vous choisissez, vous allez décocher l'option Masquer les extensions des fichiers dont le contenu est connu. Vous allez la décocher, vous allez appuyer sur OK. De toute façon, je vais vous donner le slide après. Vous pourrez le reprendre les étapes à votre aise. Donc, une fois que vous faites ça, vous pouvez voir, comme dans cet exemple, vous pourrez avoir des fichiers .pdf, .jpg, .html, .text, .css. Donc ça va vous éviter de faire des bêtises. Donc, on va le faire rapidement, juste pour vous montrer. Donc si je vais sur mon explorateur de dossier, j'appuie sur Alt, je vois en haut une barre d'outils, je clique sur Outils, Options des dossiers, je vais sur Affichage, je descends, donc je décoche l'option, Masquer les extensions, je la décoche. D'accord? Voilà. On continue. Donc revenons à l'exercice. Donc l'exercice est très simple, il s'agit de créer une page web simple qui contient ce texte. Bienvenue sur le site Bingo. Alors pour cela, on devra suivre les étapes suivantes. La première consiste à ouvrir un outil bloc-notes, qu'on va utiliser comme un éditeur de texte. On va mettre dedans notre texte qu'on souhaite afficher, qui est bienvenue sur le site Bingo. On va enregistrer le fichier le contenu sous le fichier exo1.html et on va ouvrir la page sur le navigateur en ouvrant le fichier. D'accord? C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais, par exemple, n'importe où, je crée un dossier test. Je crée un dossier test de web. À l'intérieur, je vais créer, j'ai dit, je vais ouvrir le bloc-notes. Je vais mettre bienvenue sur le site Bingo. Je vais enregistrer, je vais faire enregistrer sous. Et donc ici, c'est ici que vous allez voir l'utilité d'avoir les extensions. Parce que si vous n'affichez pas les extensions, il va les enregistrer automatiquement .text, même si vous mettez .html. Donc c'est important de mettre de voir les extensions. Donc je vais dans mon dossier, je vais le nommer L2Web, je vais le nommer exo1 HTML, les fichiers, j'enregistre, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire clic droit, ouvrir avec Google Chrome, par exemple, c'est un navigateur. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le navigateur, il m'affiche le texte que j'ai mis dans mon fichier HTML. Alors, on revient. Alors, bien sûr, cette première page web, elle est très simple. Donc, on affiche simplement du texte, mais elle est très loin de ressembler à une page web sophistiquée telle que celle que nous avons vue au début du chapitre précédent. Donc, vous allez comprendre que mettre du texte simplement dans votre document HTML ne va pas suffire. Il faudrait rajouter beaucoup de choses pour parvenir à des résultats sophistiqués. Donc, vous allez aussi vous rendre compte que même si vous rajoutez du texte, par exemple, si je rajoute
à la suite du texte bienvenue sur le site Bingo, si je rajoute Bingo est un site de formation, vous allez voir que il ne va rien se passer d'autre qu'un simple affichage concaténé à la chaîne de caractères que nous avons rajoutée. Par contre, si on veut obtenir une page qui ressemble à ça, donc regardez la différence, bienvenue sur le site Bingo, Bingo est un site de formation, avec cet affichage-là, on devra rajouter des choses dans notre document source pour obtenir ce genre de résultat. Et ces choses-là, on les appelle les balises HTML. Donc, remarquez, si vous entourez la phrase « Bienvenue sur le site Bingo » avec ce qu'on appelle des balises, par exemple, ici, vous avez mis, si vous mettez H1 au début et H1 à la fin, vous allez voir que le navigateur va interpréter ça comme du texte gras. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur entre H1 et H1 va le mettre en gras. Il va aussi comprendre que si vous mettez HR, il va mettre une barre horizontale. Si vous mettez un texte entre une balise qui s'appelle strong, il va la mettre en gras. Donc H1, il va la mettre comme un titre en grand et en gras, et strong, il va mettre simplement en gras. Donc c'est grâce à ce genre de choses qu'on appelle les balises qu'on peut déjà commencer à avoir une réaction sur le navigateur. Donc, je vais reprendre mon exemple. Donc, si je mets ici, si je reprends mon exemple, si je mets ici H1, la fin H1, vous allez, si je sauvegarde, si j'ouvre le fichier, vous allez voir qu'il va le mettre en gras. Donc, il y a un truc qui s'est passé. Donc, le navigateur, il comprend en quelque sorte ce langage-là. OK. Alors, il faut savoir qu'il existe d'autres balises. C'est juste pour vous montrer que le navigateur réagit à ce genre de langage. Il y a d'autres balises et c'est bien évidemment le but de ce chapitre qui s'appelle le HTML. Donc, ce langage-là, il s'appelle le HTML et c'est un langage de balisage. C'est l'HTML pour Hypertext Markup Language. Markup veut dire balisage. C'est un langage de balisage. Alors, donc après, bon, lorsque je vais vous donner l'énoncé de ce TP, vous pouvez reproduire ça. Donc, lorsque je vous mets à vous, ça veut dire que vous pouvez y aller, vous pouvez reproduire l'exemple que je vous donne pour voir par vous-même le rendu sur le navigateur. Alors, le troisième exercice consiste à l'utilisation d'un éditeur de texte approprié. Alors, jusqu'à présent, j'ai utilisé le bloc-notes. Pour écrire un document HTML, nous avons besoin d'un éditeur de texte. Pour cela, nous avons utilisé l'outil bloc-notes. Mais dans cet atelier-là, nous n'allons pas utiliser le bloc-notes, mais plutôt l'outil Notepad++, qui est un éditeur de texte un peu plus sophistiqué. Donc, le bloc-notes, c'était juste pour vous montrer un début, qu'il fallait un éditeur de texte. Mais après, dès que vous commencez à faire des vraies pages web, vous aurez besoin d'un véritable éditeur de texte qui va vous aider à mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, notamment ce qu'on appelle la coloration syntaxique, à peu près ce que vous avez vu dans le premier semestre avec Java, les mots-clés seront colorés, il y aura une autocomplétion, etc. Donc, on va utiliser Notepad++. Bien sûr, il y a d'autres éditeurs de texte. Il y a VS Code qui est aussi populaire. Mais pour ceux qui veulent quelque chose de simple et efficace, ils peuvent déjà utiliser Notepad++.
Personnellement, c'est ce que je vais utiliser au cours de ce TP-là. Donc, vous pouvez le télécharger en appuyant sur ce lien-là. Sinon, je vous le donne accompagné avec les slides. Donc, l'installation est très simple. Il suffit juste de faire des suivants. Donc, il n'y a rien de compliqué. Une fois installé, vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier HTML en faisant un clic droit sur le fichier et en choisissant Edit with Notepad++. D'accord? Et vous allez voir votre page web, le contenu de votre page web s'afficher dans l'éditeur Notepad++. Alors, je vais vous montrer. Donc, si je vais ici, je fais clic droit, je vais Edit with Notepad++, et il va m'afficher maintenant, au lieu d'utiliser le code bloc, on va utiliser Notepad++. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous remarquez qu'il fait une coloration syntaxique. Donc, les balises sont colorées, ce qui est pratique lorsque vous avez, par exemple, des fichiers HTML volumineux comme ça. Donc, vous pouvez rapidement détecter où commencent vos balises et où est-ce qu'ils se terminent. Donc, si vous cliquez sur une balise, il vous montre le début à la fin. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez zoomer. Vous pouvez zoomer pour mieux voir. Donc, il suffit d'appuyer sur CTRL et faire dérouler la roulette de votre souris. On a vers l'avant pour zoomer, vers l'arrière pour dézoomer. Vous avez l'habitude de faire ça sur le navigateur, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on revient sur les slides. Voilà. Alors, pour avoir la coloration syntaxique, il faudrait... Monsieur, oui. راحت لي كونيكسيون. Vous pouvez ترد لنا السلايد اللي قبل هذه. Donc, je disais que pour ouvrir un document HTML avec Notepad++, il suffit de faire un clic droit sur le fichier et choisir Edit with Notepad++. Donc, par défaut, lorsque vous allez ouvrir un fichier HTML, la coloration syntaxique n'est pas activée. Pour avoir la coloration syntaxique, il faut aller sur le menu langage et choisir le langage HTML. Alors, par défaut, ça vient comme ça. Pour avoir la coloration syntaxique, si elle n'est pas activée, si vous remarquez qu'il n'y a pas de coloration syntaxique, vous allez sur langage et vous choisissez HTML et la coloration syntaxique du HTML s'active. Alors, maintenant, on va voir aussi une autre chose importante, c'est l'inspection du code HTML. Alors, c'est l'exercice 4. Alors, pour ça rappelons-nous d'abord ce que nous avons dit précédemment. Nous avons dit que pour accéder à une page web, donc le navigateur envoie une demande au serveur web. Le serveur web répond en envoyant un document HTML. Et nous avons dit qu'il était possible de voir le contenu, de voir le code source de cette page web envoyée, c'est-à-dire scruter ce code HTML. Alors, pour faire ça, on peut on peut se positionner sur le code sur la page web et faire CTRL-U. Il va nous afficher automatiquement le code source de cette page. Alors, si je reviens ici, si je reviens sur ma page, si je fais CTRL-U, il va m'afficher le code HTML de cette page. Que voici. Donc, c'est la même chose que j'ai tapé dans mon fichier. Mais je suis toujours sur le navigateur. Il y a un autre moyen plus intéressant pour voir le code source de la page web, c'est d'aller ici sur 3 points, en haut à droite, et faire plus outils de développement. Alors ça, c'est valable sur le navigateur Chrome, sur Mozilla et Edge, c'est à peu près la même chose. Il suffit juste de chercher outils de développement. Sinon, vous pouvez faire clic droit, inspecter. Et vous allez voir en bas qui s'affiche un cadran. Et
vous êtes positionné sur l'onglet éléments et vous avez le code HTML de votre page. Quand vous allez passer le curseur, vous allez voir qu'il vous indique ici ce que votre page contient. Si je passe le curseur sur cet élément HTML, il me montre qu'il s'agit de cet élément-là. Monsieur, Alors, c'est un... Oui, monsieur, je vous demande pardon. N'importe quel site web نقدروا نديروا له هكا. oui, bien sûr. Oui. Sur n'importe quelle page Même, web, n'importe quel site web pouvait scruter le code HTML. même des grands sites normaux. Oui. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez le faire après. Prenez sur n'importe quel site et vous allez voir que c'est possible. Tu vois? Bon. Alors, donc c'est bon. Alors, exercice numéro 5, c'est pour comprendre c'est quoi le rôle du navigateur. Il faut comprendre que le navigateur, dans tout ça, il se contente juste d'interpréter le code HTML qu'il reçoit et d'afficher la page web. Par contre, si le code, si vous modifiez le code dans l'outil d'inspection, et vous allez rafraîchir la page, vous allez voir que vos modifications vont disparaître. Alors avant ça, on va parler, avant de parler de ça, on va parler d'une autre option intéressante dans les outils de développement. Donc, quand vous allez ouvrir les outils de développement, quand vous faites inspecter, vous avez l'onglet éléments qui vous affiche le contenu de la page web, et vous avez aussi l'onglet network qui vous affiche la page web reçue par le serveur web. Donc, si vous faites rafraîchir, vous allez voir qu'il reçoit le fichier HTML, exo.html qu'on essaie de lire. Donc, c'est important de savoir scruter le flux réseau pour savoir quels sont les fichiers qu'on reçoit de la part du serveur web. D'accord? Alors. Donc, après, je vous laisse le soin de vous entraîner en faisant cet exercice. Vous allez voir que si vous ouvrez la page web qu'on a construite qui contient le texte bienvenue sur le site Bingo, si vous allez ouvrir les outils de développement pour voir le code source, si vous modifiez dans le code source avec les outils de développement, si vous modifiez le premier texte, vous allez voir immédiatement la répercussion. Voilà. Si je fais ça, si je vais sur éléments, je modifie ici par exemple salut, je fais entrer, vous allez voir que le contenu de la page web a changé. Mais en réalité, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train juste de modifier la version que le navigateur a reçue. Vous n'êtes pas en train de modifier ce fichier-là. Et pour preuve, si vous faites rafraîchir, vous allez voir que le texte il va revenir à son origine. Donc, je vous laisse vous entraîner sur ça après pour prendre les réflexes nécessaires. Alors, la structure d'un site web, on a vu que dans la première séance que un site web est un ensemble de pages web stockées sur un ordinateur et un site web est habituellement architecturé autour d'une page centrale appelée page d'accueil et proposant des liens vers un ensemble d'autres pages hébergées sur le même serveur web ou bien contenant des liens externes vers des pages web hébergées sur d'autres serveurs. Alors, je vous propose cet exercice numéro 6. Je vous ai donné un dossier qui s'appelle ressources TP0 qui contient un site web. Il contient une page d'accueil qui s'appelle index.html, une page 1.html, une page 2.html et des images. Alors, si vous allez après l'ouvrir, si vous allez sur ça, je vais double-cliquer.
Donc, la page d'accueil, c'est structure d'un site web. Vous avez des liens. Quand vous allez cliquer sur le premier lien, il va vous afficher page 1. Je reviens, je vais revenir à l'index. Si je vais sur page 2, il m'affiche une autre page. Ceci est la page 2. Maintenant, remarquez un truc intéressant, c'est que si vous faites inspecter, vous allez voir le flux réseau. Si vous allez dans les outils de développement, ensuite sur l'onglet Network, et vous faites aller vers une autre page interne, page 1, vous allez voir que le serveur, il a envoyé la page 1, celle-là, et une image. Donc, il a envoyé la page web qui va se charger d'afficher tout le contenu, mais aussi une image qui sera affichée à l'intérieur de cette page. On appelle ça une ressource. Donc, une ressource, c'est quelque chose que la page web va utiliser pour construire la page web. Et la ressource peut être une image, une vidéo, par exemple un fichier PDF, pourquoi pas. Donc, on appelle ça des ressources. Alors, si je reviens en arrière, donc ça, c'est des liens internes. Donc, c'est des fichiers qui sont hébergés chez nous, mais on peut aussi avoir des liens externes vers des sites web externes. Par exemple, si je clique ici, ce lien va m'emmener sur le site YouTube. Donc, si je clique, donc remarquez, donc, la personne qui m'a demandé est-ce que c'est possible de scruter de faire ça sur un grand site. Donc, voici la preuve. Donc, je suis en train de scruter le flux réseau. Remarquez que il m'affiche tout ce que le serveur est en train de m'envoyer. Il m'envoie des fichiers JavaScript, des images, des icônes. Donc, un site web est complexe, il contient beaucoup de choses. Un site comme YouTube, il envoie beaucoup de ressources qui vont aider à construire le rendu final. Et bien sûr, vous pouvez avoir le code HTML de ce site. Vous allez sur l'onglet Elements et vous aurez accès au code HTML. Bien sûr, un site comme YouTube, il est construit de manière... donc, il est un peu compliqué pour vous pour comprendre dès le début ce qu'il contient. Mais vous pouvez toujours vous amuser à modifier certaines choses. Par exemple, si je veux modifier ça, donc je peux faire ici, je me positionne ici. Je peux modifier le contenu, je peux faire modifier comme ça. Vous allez voir que le rendu va changer. Mais en réalité, vous êtes en train de modifier la copie que YouTube vous a envoyée. Voilà, donc ça, c'était des exercices que j'ai voulu vous faire faire juste pour vous faire prendre des réflexes qui vont vous suivre tout au long des TP qu'on va faire. Donc, ceci étant fait, on va passer au cours qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le HTML à proprement dit. Donc, dans ce chapitre-là, premier chapitre, le HTML, ça va être découpé en deux parties. Aujourd'hui, on va, donc le rappel, c'est pas la peine de revenir dessus, c'est bon. On va voir les bases du HTML, le principe des balises, la structure d'un document HTML et l'utilisation des balises HTML, on va le voir dans la deuxième partie, dans la semaine d'après. D'accord? Alors ça, on vient de le voir dans ce que je viens de dire dans le TP. Donc, le navigateur, il envoie une demande au serveur web. Le serveur web répond en envoyant un document HTML. Donc, si vous voulez apprendre à faire des pages web, vous devez savoir écrire des documents HTML. C'est bon. Alors, on a dit que le HTML est un langage de balisage. Et justement, on va voir le principe des balises HTML et la structure d'un document HTML. Alors, le principe des balises HTML.
Alors, pour comprendre le principe de fonctionnement des balises, reprenons notre exemple de la dernière fois, du TP0. Alors, on avait mis du texte, bienvenue sur le site Bingo, entouré de balises H1, on avait mis une balise HR et une balise E1. Alors, vous remarquez que le texte bienvenue sur le site Bingo est entouré de deux balises H1. Alors, le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que le texte est mis entre deux balises H1 et il va appliquer une transformation à l'affichage. Pour cette balise H1, la transformation consiste à mettre le texte en gras et en grand. Donc, c'est un titre qui est en grande taille. Par contre, pour la balise E1, il va voir que le texte est mis entre deux balises E1, il va appliquer une autre transformation. Ici, la transformation, c'est quoi? C'est un texte qui est mis en italique. Donc, pour généraliser cette logique de fonctionnement, on peut dire que un élément HTML est constitué d'une balise ouvrante, un contenu et une balise fermante. Donc, on appelle tout ça un élément HTML. La balise ouvrante, c'est un chevron, le nom de la balise et un chevron fermant. Ensuite, le contenu de la balise, le contenu de l'élément HTML, ce qu'on souhaite afficher, et finalement une balise fermante. La balise fermante elle porte toujours le même nom que la balise ouvrante, mais on met toujours une barre oblique au début, un slash ou une barre oblique. Alors, pour bien comprendre ce principe, on peut faire une petite analogie. Alors, donc, essayez de voir ça comme lorsque vous mettez un texte entre parenthèses. Vous mettez une parenthèse, ouvrante, ensuite vous mettez du texte, et à la fin, vous mettez la parenthèse fermante. Donc, c'est la même chose avec les éléments HTML. Vous avez une balise ouvrante qui peut être, dans cette analogie, la parenthèse ouvrante, et une balise fermante qui est la parenthèse fermante. Et ce qui est bien avec cette analogie, c'est qu'on peut la pousser encore plus loin. Lorsque vous utilisez les parenthèses, vous avez aussi la possibilité de faire des imbrications. Vous avez l'habitude de faire des parenthèses qui s'imbriquent dans d'autres parenthèses. Eh bien, c'est possible aussi avec les éléments HTML. Vous pouvez mettre un élément HTML qui soit imbriqué dans un autre grand élément HTML. Par exemple, ici, l'élément de balise B est imbriqué dans l'élément de balise A. Mais vous devez suivre une règle simple. Donc, lorsque vous faites ce genre d'imbrication, vous devez suivre une règle simple qui est la suivante. Pour rester toujours dans l'analogie des parenthèses, quand vous utilisez des parenthèses et des accolades, vous devez vous assurer que la parenthèse, lorsqu'elle s'ouvre, elle doit se fermer qu'à la fin, quand vous combinez les parenthèses avec des accolades, par exemple. Vous mettez parenthèse, accolade ouvrante, vous fermez d'abord l'accolade fermante, vous mettez d'abord l'accolade fermante. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez mettre la parenthèse fermante. Vous ne pouvez pas faire des chevauchements comme ça. Bien, c'est la même chose avec les imbrications HTML. Donc ça, c'est correct. Et ça, c'est incorrect parce que vous avez des chevauchements. Donc, quand vous faites des imbrications, vous devez savoir ouvrir et fermer les balises au bon moment. Alors, il y a aussi autre chose à savoir, c'est qu'on peut avoir plusieurs niveaux d'imbrication. Donc, on a vu qu'un seul niveau. Tout à l'heure, on a vu plutôt deux niveaux. On peut aller très loin avec le niveau d'imbrication. Par exemple, ici,
l'élément balise A contient un élément balise B qui, à son tour, contient un élément balise C. Donc ça, c'est possible aussi. Cependant, avec plusieurs niveaux d'imbrication, vous remarquerez que les imbrications deviennent difficilement lisibles. Et pour remédier à ça, on code souvent le code de HTML sur plusieurs lignes. D'accord? Donc ça, c'est difficilement lisible. Mais lorsque vous allez le mettre sur plusieurs lignes, vous allez remarquer que ça devient plus lisible. On peut voir où commence l'élément balise A, où est-ce qu'il se termine, où commence l'élément B, où est-ce qu'il se termine, etc. Alors, il y a aussi autre chose à savoir, c'est que vous remarquerez aussi qu'on fait exprès des décalages dans les contenus des éléments HTML. Donc ça, c'est des décalages, afin qu'on puisse mieux lire les imbrications. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Donc ça, c'est un code indenté et ça, c'est un code non indenté. Donc l'indentation, ce n'est pas un luxe. C'est très important d'indenter votre code HTML. C'est la même chose lorsque vous faites du code de Java. Il faut éviter de mettre tout aligné à gauche. Il faut, à chaque fois que vous entrez dans un élément, il faut se décaler avec la tabulation pour signifier qu'on est à l'intérieur de l'élément de balise. Voilà. Alors maintenant que vous avez compris la logique de fonctionnement des balises, il y a quelques distinctions à comprendre. Alors la première distinction, c'est que, alors rappelez-vous, on avait dit que la logique de fonctionnement des balises HTML, c'est qu'on a une balise ouvrante, du contenu et une balise fermante. Comme par exemple la balise H1 et la balise E1 que nous avons vu au début. Il faut savoir qu'il y a d'autres types. Un autre type de balise qu'on appelle les balises auto-fermantes. Et ces balises auto-fermantes, en réalité, elles n'ont pas besoin d'avoir un contenu. C'est-à-dire, vous mettez directement le nom de la balise et vous mettez la barre oblique, vous allez la mettre à la fin. Comme par exemple, la balise HR, que nous avons vu dans l'exemple de Bienvenue sur le site Mingo. Quand vous allez mettre la balise auto-fermante HR avec un slash à la fin, vous allez voir que le navigateur va afficher une barre horizontale. Donc, elle n'a pas besoin en réalité d'avoir un contenu. C'est un élément HTML vide. Donc, il faut faire la distinction entre ces deux-là. Il y a des éléments avec contenu et des éléments vides. Donc, on verra après d'autres exemples. Une autre distinction à faire concernant les éléments HTML, c'est leur nature d'affichage. Donc, il y a des éléments qu'on appelle les éléments blocs et il y a les éléments en ligne. Alors, les éléments blocs sont tous ces éléments-là qui occupent toute la largeur disponible. Ils sont positionnés par défaut l'un sous l'autre. Ça veut dire que si vous mettez un élément HTML de type bloc dans votre page, il va automatiquement occuper toute la largeur de votre page. Et tout ce qui va suivre cet élément HTML va se positionner au début de la ligne. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir un exemple après. Par contre, l'élément en ligne se contente d'occuper que l'espace nécessaire pour afficher le contenu de l'élément. Et la différence avec l'élément bloc aussi, c'est qu'il ne provoque pas un retour à la ligne. Par exemple, si vous mettez quelque chose après cet élément HTML, il va se positionner sur la même ligne. Donc, il y a de l'espace sur la même ligne. Il faut aussi savoir que les éléments blocs peuvent contenir d'autres éléments en ligne. Donc, on peut faire c'est-à-dire on peut les constituer d'autres éléments. On va voir un exemple juste après cette diapositive
que voici. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un élément P. Donc la balise P sert à mettre des paragraphes. On voit ici qu'il y a deux paragraphes. Ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième. Donc à l'affichage, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le premier paragraphe et ça, c'est le deuxième paragraphe. Alors, vous remarquez que ici, justement, la balise P, elle est du type bloc. Donc, si vous mettez à l'intérieur bienvenue sur Bingo, le site de formation, vous allez voir que même s'il reste de l'espace ici, le prochain élément va se positionner au début de la ligne parce que l'élément P, il est de type bloc. Donc, il va occuper toute la largeur de la page. Par contre, l'élément HTML strong et EM, ils sont de type en ligne et ils ne font qu'occuper l'espace nécessaire à l'affichage de leur contenu. Par exemple, ici, l'élément strong, son contenu, c'est bingo. Donc, l'élément HTML strong, il va prendre que l'espace nécessaire pour afficher le mot bingo. Et c'est la même chose pour le mot formation avec l'élément EM. Alors, on peut bien sûr. Monsieur, لو كان لو تكست حبينا نديرو له سترونغ اي او ام l'ordre important Alors, tu devras mettre strong à l'intérieur EM, ensuite fermer EM, ensuite fermer strong. اسمها l'ordre اسمها ام الاولى ولا سترونغ الاولى ما يهمش. C'est pas important. C'est pas important. Alors, tu verras ça dans le TP. Oui, merci monsieur. Alors, je vais vous montrer rapidement cette histoire de élément bloc ou élément ligne. On revient ici. Alors, je vais mettre un paragraphe. Donc, je vais transformer ça en paragraphe. Comme ça. Je vais mettre paragraphe 2. Je vais mettre bingo, le site. Alors, les balises HTML viennent toujours en minuscules. Quand vous écrivez les éléments HTML, vous les écrivez en minuscules, pas en majuscules. Hein. Maintenant, si je rafraîchis, voilà ce que ça donne. Vous allez avoir le mot site en gras, et vous avez deux paragraphes. Alors maintenant, si je fais inspecter, je prends le curseur, je clique ici, je visite les éléments, vous allez voir que cet élément-là, P, vous voyez qu'il vous montre sur le navigateur, les outils de développement, il vous montre que l'élément, il occupe toute la largeur de la ligne, toute la largeur de la page. Par contre, si vous passez le curseur sur l'élément strong, vous allez voir qu'il occupe que l'espace nécessaire. Donc, c'est important de faire cette distinction entre les éléments blocs et les éléments en ligne. Parce que quand vous allez appliquer un format CSS, quand vous ne comprenez pas cette distinction, vous risquez d'obtenir des comportements que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous désirez afficher. Alors, toujours avec les éléments blocs et les éléments en ligne, donc je disais qu'il était possible de mettre des éléments à l'intérieur d'autres éléments HTML. Par contre, il fallait respecter certaines règles. Ces règles-là, donc il n'y a pas de règle générale, c'est selon la nature de la balise que vous allez utiliser. Donc, on va essayer de voir ça au fur et à mesure qu'on va découvrir les balises HTML. Mais pour cet exemple-là qu'on vient de voir, quand on met un élément paragraphe, on met à l'intérieur du paragraphe, on peut mettre des éléments strong.
on peut mettre des mots en gras en utilisant la balise chunk. Par contre, on ne peut pas faire le contraire. On peut pas faire une imbrication de chunk et à l'intérieur un P, même si ça marche. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner quand vous faites du développement web, mais qui sont incorrectes. D'accord. Vous n'allez pas, comme dans Java, vous n'allez pas avoir une erreur de compilation ou quelque chose comme ça. Donc, il va vous laisser faire, mais vous n'allez pas obtenir le résultat que vous souhaitez. La structure d'un document HTML. Donc, maintenant que nous avons compris le principe de fonctionnement des balises, nous allons voir comment on utilise les balises pour structurer un document HTML. Alors, rappelez-vous, jusqu'à présent, on avait écrit directement nos éléments HTML à l'intérieur d'un fichier mapage.html et nous avons fait ça en réalité pour faire simple et pour que vous puissiez comprendre. Donc maintenant que nous avons avancé, vous devez savoir que ce genre de document HTML est en réalité non valide. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne respecte pas la structure normalisée d'un document HTML. Alors c'est quoi un document HTML valide? Un document HTML valide est un document qui respecte la structure suivante. Alors, vous devez d'abord mettre un élément HTML, donc une balise HTML ouvrante, une balise HTML fermante. Ensuite, à l'intérieur, vous devez mettre deux éléments importants qui sont le head, donc une balise ouvrante head, une balise fermante head, une balise ouvrante body, une balise fermante body. Et en faisant ces trois éléments, vous obtiendrez le minimum que tout document HTML doit contenir. D'accord? Alors, cet élément-là, HTML, c'est le contenant de tout le code de la page et il est en réalité la racine de votre document. L'élément head est quant à lui un espace où l'on mettra une sorte de configuration de notre page. Ça peut contenir, par exemple, le titre de votre page web. Quand je parle de titre, je parle de ceci, ce qui est affiché ici. Pas le titre qui est affiché dans le corps, dans votre page web. C'est-à-dire le titre que vous allez obtenir dans l'onglet de votre navigateur. Quand on peut aussi avoir des métadonnées, des références vers d'autres fichiers comme les fichiers CSS. Donc, en réalité, c'est tout ce que nous n'allons pas afficher ou voir apparaître dans le contenu de notre page web. Par contre, l'élément body est véritablement le corps de votre page web et va contenir tout ce que vous souhaitez afficher sur votre page web. Par exemple, le remplissage que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire les deux balises paragraphes, bienvenue sur le site Bingo, aujourd'hui nous allons parler d'HTML. Ce remplissage-là, on peut le mettre à l'intérieur de l'élément body pour faire les choses correctement. D'accord? Alors, remarquez, donc, comme je viens de vous l'expliquer, le fichier d'un document HTML doit contenir trois éléments HTML importants qui sont la racine, le HTML, le head et le body. Alors, vous remarquez que, en réalité, finalement, ce document HTML, il suit un modèle en arbre. Donc, vous avez une racine. Donc, c'est une hiérarchie. Donc, c'est ça ce qu'est un arbre. Donc, vous avez un élément racine qui est le HTML. Le HTML, il contient deux éléments à son tour, qui sont head et body. Et body, il peut contenir d'autres éléments. Et ces éléments-là peuvent à leur tour contenir d'autres éléments. Et ce n'est que ça, le HTML, c'est une arborescence. Donc, on appelle ça le DOM, pour Document Object Model. Et cette notion de DOM, donc on ne va pas la développer pour l'instant, parce que ça ferait trop pour ce chapitre.
on va la laisser lorsqu'on va parler du JavaScript parce que c'est une notion importante pour comprendre la programmation côté client. D'accord? Pour l'instant, retenez juste que lorsque le navigateur ouvre votre document HTML, il va ouvrir un objet au sens orienté objet qui s'appelle le DOM et qui est sous forme d'arborescence. OK. Donc, tout ce que nous souhaitons afficher et nous souhaitons voir apparaître dans le corps de notre page web, en réalité, on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on peut afficher? Toujours afficher des titres, des paragraphes, des images, des listes, enfin, tout ce que vous avez l'habitude de voir dans des sites sophistiqués. Et ces balises-là, qu'on va Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai une coupure d'Internet. Alors, je disais, de toute façon, nous avions terminé, heureusement. Donc, je disais que la semaine prochaine, on fera la deuxième partie de ce premier chapitre et on va aborder l'utilisation des balises HTML. Donc, on va commencer les choses intéressantes. Donc, nous allons voir que les balises les plus fréquemment utilisées et on va essayer de voir d'autres en TP. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour les slides, je vais les partager avec vous sur Google Classroom. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai pris un peu de retard pour le partage des slides de la première séance. Je vais me rattraper, je vais tout publier sur Google Classroom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur... Monsieur, j'ai une question. allez-y. L'examen, كش راح نديرو حنايا؟ راح يكون عندنا examen de cours ou TP ولا كيفاش؟ Oui, vous aurez un examen écrit et vous allez avoir une interro, vous allez avoir un test TP. Et bien sûr, vous serez évalué tout au long des séances de TP. Pour l'examen écrit, ça sera QCM? Non, en réalité, ce ne sera pas QCM. Je vais te donner immédiatement le sujet, si tu permets. Donc, je vais te contacter en privé. Je vais te donner le sujet dès maintenant parce que comme j'ai beaucoup de temps, je l'ai préparé. Je vais le partager. Tu me parles, on n'est même pas sûr d'être vivant dans 3 mois. L'examen est dans 3 mois. Tu me parles du contenu, est-ce qu'il sera un QCM? Qu'est-ce que ça peut changer pour toi s'il est un QCM ou pas? Tu vas adapter ta manière de comprendre. C'est pas une question ça à poser. On est ici pour apprendre ensemble. Tu me parles comme si tu es là juste pour l'examen.
pour changer d'attitude. Monsieur, c'est vous اللي تشدنا في TP. Oui, c'est moi votre chargé de TP, effectivement. Quand est-ce qu'on commence le TP, monsieur? Alors, pour les TP, en principe, on va commencer le jeudi prochain. Mais comme malheureusement, malheureusement, le jeudi prochain, ce sera le concours, je crois. Vous n'aurez pas accès. Je pense qu'on va la faire cette séance en ligne parce que le concours de doctorat, c'est prévu pour les jeudis et le samedi. Je vais vous tenir au courant. S'il y a pas de concours de doctorat, on va la faire en présentiel. Sinon, on va la faire en ligne. De toute façon, je vais partager avec vous le contenu de TP à l'avance. Vous allez le réaliser. Lorsqu'on va se retrouver, en réalité, on va discuter du contenu. Ceux qui ont une difficulté, je vais passer voir le travail de chacun. D'accord? D'accord, monsieur. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'arrêter ici. Je vous remercie. Je vais partager avec vous les slides. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur.